Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour cet autre numéro Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h-21h, 18h-20h Greenwich Mean Time. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé une fois de plus ce jour à une action européenne immédiate pour empêcher que l'Europe ne meure d'un désastre nucléaire. Un autre appel, serait-on tenté de dire, au 9e jour du début de l'invasion militaire russe en Ukraine. Un appel qui intervient après que la plus grande centrale atomique d'Europe, située au centre du pays, eut été touchée par des frappes de l'armée russe et au lendemain de la prise de la ville de Kherson. La prise de la ville de Kherson, grande ville du sud de l'Ukraine, reste une avancée stratégique de la vie de certains experts. Cette ville est sur la route entre la Crimée annexée en 2014 par la Russie et le territoire ukrainien. Depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, l'Occident et Kiev pointent du doigt les bombardements de l'armée russe en Ukraine. Toute chose qualifiée de grossière fabrication de la part du chef du Kremlin. Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, se dit toujours disposé à dialoguer avec la partie ukrainienne ainsi qu'avec tous ceux qui veulent la paix en Ukraine, mais à condition que toutes les exigences russes soient satisfaites. Madame, Messieurs, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Nadine Yambou. Je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Zelensky et les promesses occidentales, comment stopper Poutine? Pour tenter de répondre à cette interrogation, nous avons invité et en plateau et de l'autre côté en visio, nous aurons Wilfried Kanga, Abdelaziz Mondé Djimbam, Wilfried à Francfort en Allemagne, Abdelaziz à Paris en France, mais sur ce plateau, il est là, Jean-Claude Youd, bonsoir. Bonsoir M. Serge Alain Otto, bonsoir à l'ensemble des copanélistes en présentiel et ceux qui seront en ligne. Bonsoir à l'ensemble des millions de téléspectateurs d'Equinox ce soir. Félicitations pour le prix qu'Equinox ce soir a reçu comme distinction. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais vous remercie d'avoir convié une fois de plus sur votre plateau. Je crois que c'était pour le prix. Le Rassemblement démocratique du peuple pour le prix? Non, mais nous vous félicitons déjà. C'est pour cela que nous avons dit que nous félicitons Equinox Soir d'avoir reçu cette distinction. Mais nous disons que ce n'est qu'un élément d'encouragement pour que cette émission qui se veut républicaine le soit et le demeure pour toujours. Merci Jean-Claude Yout. En face de vous, Amine Poitou. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain Otto et bonsoir à nos millions de téléspectateurs. Et il est à regretter ce soir que notre pays vit un peu des moments un peu ténébreux parce que il y a beaucoup de téléspectateurs ce soir qui ne pourront pas nous regarder. Nous savons pourquoi, parce que il n'y a pas de courant pour tout le monde. La distribution de courant électrique est actuellement très perturbée parce que la production n'y est pas. Malgré que depuis plus de 10 ans ou plus de 12 ans, l'État camerounais investit plusieurs centaines de milliards. Aujourd'hui, on a plusieurs entreprises budgétivores qui exercent dans le domaine de l'électricité, mais ce qui manque le plus, c'est l'énergie. Et le moment est encore assez ténébreux parce que au même moment que nous sommes dans autant de difficultés, au même moment où nous sommes dans autant de difficultés dans ce pays, il y a des enseignants, par exemple, qui sont en grève depuis plus d'une semaine, alors que de l'autre côté, on est en train d'offrir 40 véhicules flambants neufs, un peu comme pour se moquer de la difficulté de ces différents enseignants, alors que tous travaillent pour ce pays, pour cette grande nation. Donc c'est conscient de toutes ces différentes difficultés qu'au PCRN, nous ne baissons pas les bras, nous travaillons tous les jours. Je tiens ici d'ailleurs à féliciter les camarades du bureau départemental d'UNDE qui ont été conduits ce jour par M. Bong et puis par le président du bureau départemental qui a fait un rallye dans tout le département avec les différents responsables du parti dans la région de l'Ouest pour davantage
solliciter une massive adhésion des populations au projet d'alternance politique qui est la seule façon pour les Camerounais de sortir de cette ténèbre que nous vivons. Ok, merci. Voilà, on va terminer notre tour des invités. Nous allons d'abord à Paris, où nous attend Abdelaziz Moundé. Bonsoir Abdelaziz. Bonsoir Serge-Alain Autou, bonsoir aux millions de téléspectateurs de la chaîne Equinox TV et surtout bonsoir à tous les Africains d'Ukraine qui ont été victimes de racisme et de xénophobie et surtout qui fuient le feu roulant des bombes et pour lesquels nous avons mis en place un dispositif d'appui et de solidarité. Voilà, on en parle tout à l'heure à côté de vous. Il est là. Une fois de plus, Wilfried Kanga, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox TV. Je me joins à ce que vient de dire Abdelaziz pour adresser mes pensées les plus fortes à nos compatriotes qui sont du côté de l'Ukraine, mais aussi à ceux qui ont suivi les ordres de l'attentat des Call qui a eu lieu tout récemment. Et dans la folie aussi, une pensée pour tous les enseignants qui expriment leur ras-le-bol et qui souffrent le martyr devant une administration qui n'a pas pour autant changé ses habitudes de consommation à outrance de la fortune publique. On a parlé des voitures. Donc voilà, bonsoir aussi à ceux qui ne pourront pas nous suivre aujourd'hui. Vous savez, lorsque j'annonce qu'aujourd'hui je suis sur le plateau d'Equinox, 90 messages sur 100 me répondent si est meilleur le terme. Je trouve qu'il est très problématique en 2022, un pays qui serait émergent et ce genre de problème. Donc, je suis quand même content d'être là et j'espère qu'on aura une belle émission. Voilà, on va repartir à Paris. Abdelaziz, dites-moi, qu'est-ce qui est fait concrètement? On parle de plus d'1 million de personnes qui ont quitté déjà l'Ukraine du fait de cette invasion russe. Vous, au niveau, qu'est-ce que vous avez entrepris? Vous avez parlé d'actes de racisme. Qu'est-ce que vous faites concrètement depuis 9 jours déjà qu'on parle de cette invasion? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour que les Africains puissent, on va dire d'abord, traverser l'Ukraine, traverser les frontières pour se retrouver dans des zones un peu plus sécurisées, on va le dire comme ça, peut-être, se retrouver en Afrique. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement, Abdelaziz? Alors, la Maison des Camerounais de France a mis en place un dispositif en lien avec le réseau Afrique 6e région. Il s'agissait de quoi? Il s'agissait de réagir. Vous l'avez bien dit, Serge-Alain Autou, il s'agissait de réagir par rapport à la situation extrêmement désastreuse qui a été constatée aux frontières. Il y a eu 3 éléments dans ce dispositif-là. Le premier, c'était une aide d'urgence qu'on accorde à un certain nombre d'Africains qui traversent la frontière ukraino-polonienne. Et nous l'avons étendu à la frontière entre l'Ukraine et la Slovaquie, la frontière entre l'Ukraine et la Moldavie, la frontière entre l'Ukraine et la Roumanie et la frontière entre l'Ukraine et la Hongrie. Donc, effectivement, depuis 2 jours, un certain nombre de Camerounais, d'Ivoiriens, de Sénégalais convergent vers Paris, convergent vers Berlin, convergent vers Amsterdam. Ils sont convoyés par Géraud Potago, qui est un Camerounais d'Allemagne et qui fait la navette entre Berlin en Allemagne et puis Varsovie en Pologne. Donc, nous avons progressivement un certain nombre de personnes qui se joignent à cette initiative-là, qui viennent à la Maison des Camerounais de France pour apporter leur soutien. Il y a une permanence juridique qui a été mise en place ce jour à 14h par l'association Phoenix Action Solidaire Internationale, qui fait partie du réseau Passerelle et Synergie et du réseau Afrique 6e Région, et Maître Eric Koum, et un autre avocat spécialiste du droit, qui est Thierry Malanga, et un autre spécialiste de l'immigration qui est en Italie, le docteur Elvis Wasset. Donc, sur le plan juridique, nous accompagnons parce qu'il y a une directive de l'Union européenne qui a été activée, une directive de 2001 qui a été activée pour la première fois, qui consiste à offrir une protection temporaire à des victimes de guerre. C'est la première fois que ça va être activé. Mais il y a une lettre dans cette directive-là, c'est qu'elle ne concerne principalement que les citoyens ukrainiens, c'est-à-dire que les personnes de nationalité ukrainienne. Or, les étudiants, les Camerounais, Ivoiriens, Sénégalais, Guinéens qui sont établis de façon durable et stable, qui font des études ou travail, ont tout aussi besoin de cette protection-là pour être protégés momentanément, le temps de trouver une inscription et le temps de se retourner. Donc, nous avons déjà entrepris d'aller à Bruxelles lundi. On sera à Bruxelles lundi avec le représentant, on va rencontrer le représentant de l'Union africaine et les députés européens pour que cette directive soit appliquée à l'ensemble de ceux qui venaient d'Ukraine. Vous avez dit plus d'1 million de réfugiés, parmi lesquels les Africains. Après les affres des violences racistes et xénophobes qu'ils ont subies, on ne voulait pas qu'ils aient un autre contre-coup. Donc, il y a une troisième
phase, c'est une phase structurelle. Nous sommes en train de coordonner pour que les dossiers des Africains soient présentés ensemble. Parce que la directive dit que les législations nationales seront applicables pour les pays tiers, donc ceux qui ne sont pas citoyens ukrainiens, mais nous voulons que ces démarches soient cohérentes et concertées. Demain à 10h, à la Maison des Camerounais de France, au 8 rue Bachelet à Paris, tous ceux qui sont déjà en France, que nous avons déjà placés dans un certain nombre de lieux d'hébergement, et je salue ici tous ceux qui ont voulu se mobiliser pour offrir des places d'hébergement, en outre aux Africains et aux Noirs qui viennent d'Ukraine, ils sont déjà accueillis. On a 60 plans d'hébergement qui ont déjà été pourvus. Il y a des places d'hébergement qui sont offertes. Les avocats accompagnent. Demain à 10h, il y a un accueil d'Ivoiriens, de Sénégalais, bref, de Congolais qui vont venir. Et lundi, ce sera la rencontre avec les autorités européennes pour le dispositif dont je vous ai parlé. On salue également un jeune Camerounais qui se bat aux côtés d'autres du côté de la Pologne, Armel Sandion, que nous avons eu dans cette émission, c'était lundi dernier. Lui, il est en Pologne, dans la ville de Cracovie. Il nous a dit que beaucoup de Camerounais ne traînaient pas beaucoup en Pologne, mais se dirigeaient beaucoup plus en Allemagne. Où se trouve Wilfried Ekanga? Wilfried, dites-moi, ils arrivent là-bas, les Camerounais, venant d'Ukraine? Oui, Serge Alain, ils arrivent d'ailleurs à la gare centrale de Berlin. On a établi une sorte de plateforme sociale dans le sous-sol. Vous savez, c'est un bâtiment à plusieurs niveaux avec un souterrain où vous voyez des gens justement qui convergent vers là et qui sont accueillis, sont pris en charge par les autorités de la place. Abdelaziz Mondé a évoqué un dispositif important tout à l'heure justement. Il y a une clause dans l'organisation des instances européennes qui préconise que dans une situation comme celle-là, les citoyens justement qui fuient la zone de guerre aient la possibilité de séjourner pendant une année sur le territoire de l'Union européenne. Ils peuvent être pris en charge de manière à profiter des systèmes sociaux que les habitants actuels de l'Union européenne ont. Ils peuvent être scolarisés, ils peuvent exercer un emploi et le visa, en tout cas le titre, l'autorisation de séjour d'1 an peut être prolongé. Donc l'Allemagne aussi s'est évidemment arrimée à ce dispositif-là et vous avez dans les différentes villes, mais surtout vers Berlin parce que Berlin c'est l'est de l'Allemagne, donc c'est très frontalier de la Pologne. Quand vous venez des pays d'Europe de l'Est, en traversant la Pologne, vous arrivez à ce qu'on appelait l'ex-Allemagne de l'Est. Et Berlin, justement, est de ce côté-là. Donc, les Allemands, évidemment, en tant que première puissance européenne, organisent en ce sens le chancelier Olaf Scholz. Est souvenu de ce que Angela Merkel avait fait en 2015 lorsque les réfugiés syriens convergeaient. Et évidemment, cette fois, c'est beaucoup plus facile parce que les Ukrainiens ont une sorte de similitude ou de similarité dans les mœurs, la façon de vivre. Ce sont des peuples européens. Donc, même quand il ne s'agit pas de racisme, les Européens, en tout cas, eux-mêmes disent qu'il y a une plus grande facilité, en tout cas pour eux, à vivre avec des réfugiés ukrainiens que si c'était des réfugiés africains ou asiatiques ou ce genre de choses. Donc, ça, c'est du point de vue institutionnel. Maintenant, du point de vue personnel, comme ça a été évoqué aussi, parce que oui, à côté des considérations par-ci par-là, il y a aussi un volet discriminatoire qui s'est passé, qu'on ne peut pas nier. Il y a beaucoup d'Africains qui ont d'ailleurs filmé en direct ce qu'ils subissaient à certaines frontières où, justement, parce qu'ils étaient noirs, de facto, ils avaient un traitement différent. Il faut garder à l'esprit qu'on peut être noir, mais ukrainien, puisque le dispositif est réservé à ceux qui ont la nationalité ukrainienne. Donc, même si vous êtes noir ou rouge ou bleu, si vous avez le passeport ukrainien, vous avez droit aux mêmes avantages dans les pays de l'Union européenne, de l'espace Schengen, que ceux qui sont des Ukrainiens blancs. Donc, la discrimination sur le faciès ne peut pas être acceptable sans avoir analysé les documents. Et elle ne peut pas être acceptable tout court. C'est tout fait donc de manière personnelle, à côté des dispositions des instances officielles. Il y a des gens qui se sont engagés à établir des charters pour aller là-bas. C'est là où je salue justement le dynamisme de ces personnes qui ont été évoquées au Européen. C'est quelqu'un que je connais, c'est une connaissance personnelle. Qui justement, voilà, vous savez, le Cameroun, les autorités camerounaises ont établi un clivage totalement poreux entre les Camerounais et leur diaspora. Pourtant, beaucoup de ces Camerounais-là qui ne sont pas vus d'un bon œil par le régime
ont justement fait preuve d'un grand humanisme en organisant des charters pour aller récupérer leurs citoyens là-bas, alors que notre gouvernement ne fait rien du tout. On a l'impression que la population se retrouve isolée. Ces gens-là ne sont pas des opposants au régime. Ces gens-là sont venus en Europe normalement pour faire leurs études. Donc, le régime a justement le devoir absolu de les prendre en charge. C'est intéressant de voir que les sans-papiers, les anti-patriotes et tous ceux qui veulent détruire la nation sont ceux qui font à la place de l'État camerounais ce que l'État camerounais devrait faire. Le Nigeria a rapatrié aujourd'hui à peu près 500 de ses ressortissants. Il faut que les Camerounais arrêtent un peu une fois pour toutes de dire qu'il y a des inondations à New York, donc nous aussi c'est normal qu'il y en ait à Yaoundé. Le moment est venu de dire aussi, oui, les autres pays africains s'organisent pour sécuriser leurs ressortissants et il faut aussi, de toute urgence, que nous fassions la même chose. Merci, Wilfried Gaga. Je sais que Jean-Claude Youth, vous aurez sûrement quelque chose à dire, mais on va rentrer. Nous sommes rendus au 9e jour de l'invasion militaire russe en Ukraine. Est-ce que c'est ce qui avait été prévu pour durer autant de temps? Personne ne sait. On peut parler d'échec jusque-là? Personne ne sait, puisque personne ne peut aussi répondre à cette question, que ce soit les Russes ou bien que ce soit les Ukrainiens ou bien l'OTAN et l'Union européenne. Oui. Personne ne sait. Souvenez-vous, lorsqu'il y a eu l'invasion de l'Irak, on était sûr que ça va aller très vite, ainsi de suite. On sait quand on commence une guerre, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle va se terminer. Mais en termes d'objectifs, pourquoi Kiev n'est toujours pas assiégé? Nous n'avons pas forcément le cahier de charge des objectifs du président Poutine devant nous. Nous serons juste en train de faire des analyses, mais si nous essayons quand même d'observer toute la situation pré-conflit, nous pouvons par exemple nous dire que la sécurité de la Russie, d'après le président Poutine, était menacée. Alors, il fallait d'abord repousser la menace de très loin par rapport au territoire russe. Et maintenant, la Russie ayant reconnu l'indépendance de certains États indépendantistes au sein de l'Ukraine, il fallait d'abord les sécuriser totalement et démontrer qu'ils sont indépendants. Donc, si vous remarquez bien la cartographie au lieu de parler de l'invasion russe, mais des opérations russes sur le terrain ukrainien, nous pouvons voir qu'ils sont des opérations russes. Ce sont des opérations parce que pour l'instant, on parle d'une invasion lorsque c'est de manière durable et qu'on y est, c'est-à-dire qu'on implante le drapeau russe, on est présent, ainsi de suite. Pour l'instant, nous voyons une progression d'une armée russe. Vous savez ce qui s'est passé à Kherson après l'entrée des soldats russes, non? Oui. Le drapeau russe n'est pas... Le drapeau russe est positionné. Alors, mais est-ce qu'on est en train de dire que l'administration, le pouvoir local et tout devient russe? Ou bien est-ce que ce sont des pro-russes qui sont au gouvernement? Ou bien est-ce que ceux qui étaient déjà élus ont-ils été destitués? Personne n'en sait. On sait tout simplement que les colonnes de chars russes sont en train, et sont en train de progresser. Donc, c'est pour vous dire que c'est la manière de pouvoir chercher à administrer ou bien à rester de manière durable qui nous déterminera cela. Mais le président Poutine, lui, il est convaincu et il dit que les opérations sont en train de se passer telles qu'il a prévu et que ça se passe très bien. Mais nous voyons bel et bien également qu'il va bientôt avoir une jonction entre les troupes russes venant de... Vous dites que ça se passe tel qu'il a prévu. Il y a quelques jours, on nous a annoncé une colonne de plus de blindés, camions sur près de 64 km. Où est-ce qu'on en est? C'est les mêmes Américains ce sont les Américains, c'est une source américaine. Les Américains qui ont fait quoi? Ce sont les Américains qui nous ont annoncé qu'il y a une colonne de progression, c'est pas des Russes. Oui. Et ensuite, ils nous ont dit que cette colonne... c'est une invention, comme le président Poutine se plaint. Non, je ne parle pas d'invention. De manipulation ces derniers temps. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il y a eu une sortie américaine elle-même qui dit que une guerre, c'est aussi une guerre communicationnelle. Oui, bien sûr. Et que eux-mêmes, les Américains, désormais, se méfient des statistiques
de la guerre donnée par le camp ukrainien que le camp russe. Mais cette colonne de chars, bel et bien, qui était impressionnante, ça nous l'avons. Ah, ça, c'est plus les Américains, vous savez, vous dites que c'est les images radar américains. Vous savez, nous avons la possibilité aujourd'hui que dans d'autres observations médiatiques, on a la possibilité de comparer et de dire non, ici c'était une image dans le sens de la propagande et ici c'est une image réelle, une image et tout. Ensuite, les mêmes Américains nous ont dit que cette colonne qui progressait vers Kiev s'est arrêtée parce qu'il y avait un gros problème de logistique. Ils nous ont même dit que cette logistique était due au problème de manque de carburant. Et donc, conclusion, ces chars n'arrivaient plus à progresser parce qu'ils étaient déjà secs. Bon, le carburant, nous savons que la Russie est parmi les premiers producteurs mondiaux du pétrole. Jusque-là, elle n'est pas menacée sur ce plan-là. Est-ce qu'elle n'avait pas pu s'organiser sur le plan de la logistique ou bien quoi? Mais nous observons que dès le lendemain, on nous annonce que Kiev connaît déjà des bombardements de part et d'autre et que ça s'intensifie au jour le jour. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ces colonnes-là qui se sont arrêtées subitement ont accéléré et on nous annonce aujourd'hui que cette colonne de chars est à 20 km de Kiev. Donc, vous voyez que soit c'était peut-être stratégique, tactique de la part de la Russie, ou bien c'était bel et bien un leurre, mais nous disons que la guerre communicationnelle est là. Ce qui nous préoccupe ici, c'est par exemple, vous voyez la position de l'État camerounais, qui est convaincu que c'est la voie de la négociation, c'est la voie vers la paix, mais sur le plan pacifique. N'oubliez pas que le Cameroun avait aussi eu la possibilité de connaître une désescalade avec le Nigeria sur le conflit de la presqu'île de Bakassi, mais nous avons choisi la voie de la diplomatie. Et par cette voie de la diplomatie, nous sommes en paix aujourd'hui et nous avons même redessiné de commun accord les frontières du Cameroun avec le Nigeria qui sont longues de plus de 1800 km. Donc, c'est de l'inédit. Et c'est grâce à ce conflit-ci qu'il nous a été révélé que l'Ukraine, depuis 1991, n'a pas procédé véritablement au tracé définitif de ses frontières. C'est incroyable, mais avec du recul, nous aussi, nous avons constaté que depuis nos indépendances, on n'avait pas encore borné nos frontières avec le Nigeria. Donc, c'est quelque chose qui paraissait étonnant, mais du réel. Donc, ce qui voudrait dire que, d'une manière ou d'une autre, il faudrait que les deux parties, mais maintenant, moi, je parle même plutôt des 4 parties, parce que nous avons la Russie, l'Ukraine, l'Union européenne et l'OTAN. Donc, ces 4 parties doivent, de manière collégiale, s'asseoir et définir la véritable paix. Parce que il est clair que la Russie a le droit de pouvoir se défendre, de pouvoir mener des actions défensives pour se protéger. Souvenez-vous que lorsque... L'Ukraine n'a pas le droit de choisir, entre guillemets, ses amis? L'Ukraine a signé également des accords. Non, répondez à ma question. L'Ukraine n'a pas le droit. L'Ukraine a le droit de ce qu'on appelle l'autodétermination. C'est ça qu'on appelle. De choisir ses amis. L'Ukraine a le droit, c'est ce qu'on appelle l'autodétermination. Mais le problème aussi qui se pose, c'est que l'Ukraine n'est pas un îlot. L'Ukraine a des voisins. Oui. L'Ukraine a un voisin qui est géant et qui trouve que le choix des amis de l'Ukraine est une menace parce qu'en réalité, souvenez-vous que vous savez que la Lettonie aussi, c'est une ancienne république balte, oui, mais une frontière avec la Russie. La Lettonie est bel et bien, mais est-ce que la menace... la Lettonie est à l'OTAN? La Lettonie est à l'OTAN, oui. Mais que ce soit sur l'aspect économique, territorial et militaire, avant que l'OTAN ne puisse venir faire une guerre... Parce qu'on parle de plus en plus de cet ennemi qui est aux portes de la Russie. Bon, je vous prends le cas de la Lettonie. Mais je vous dis que la Lettonie n'est pas c'est pas le même cas comme l'Ukraine. Parce qu'en réalité, l'Ukraine, c'est le 3e ou 4e producteur mondial du blé. C'est 40 millions d'habitants, un territoire 3 fois la France, une armée assez structurée, des centrales nucléaires
qui montrent que même la technologie nucléaire existe, parce qu'en réalité, n'oubliez pas que la technologie nucléaire de l'Union soviétique également était faite à partir de l'Ukraine. Ce n'est pas un pays ordinaire. Voilà. Donc, ce qui voudrait dire qu'il est important que lorsque l'Ukraine dit qu'elle va adhérer à l'Union européenne et à l'OTAN, que la Russie se sente tout de suite menacée. Voilà. Sobamine Fouedjeu, objectif atteint jusqu'ici. On peut parler d'échec. De toutes les façons, il faudrait que nous notons ici là que la guerre est permanente dans le monde depuis des générations et des générations. Et je voudrais dire que la propagande des Occidentaux aujourd'hui a fait en sorte que la victime passe pour le bourreau. Parce qu'il faut qu'on fasse simple. La victime aujourd'hui est passée pour le bourreau parce que ce que les gens oublient, c'est que la Russie et l'Ukraine, dans les années 1600, un peu avant 1600, faisaient partie d'un même bloc, faisaient partie d'un même État. Ça, c'était bien avant même l'URSS qui est venu après et qui les a encore, qui a fait qu'ils aient, voilà, qui les a rapprochés, qui les a donné un destin commun. Donc, c'est deux pays qui ont toujours cheminé ensemble. Et un peu avant leur indépendance, en 1991, je veux dire, dans les années 1930 ou 1932, sous Staline, il y a eu un mouvement séparatiste qui a voulu que les régions de l'Ukraine se séparent du grand bloc qui formait avec la Russie. Et je pense que ça a été une guerre qui a duré plusieurs années. Et durant cette période, l'Ukraine, qui heureusement est un grand producteur de blé, et ainsi de suite, a traversé une grande période de famine. Vous voyez? Et plus tard, ils se sont retrouvés dans le bloc de l'URSS avec la Russie. Ils étaient le deuxième plus grand État du bloc de l'URSS après la Russie. Le deuxième plus grand État en termes de population. Parce qu'il y a le premier État, c'était la Russie. Le deuxième État, c'était l'Ukraine. En 1991, quand les Occidentaux réussissent à démanteler l'URSS, on proclame l'indépendance à la fois de la Russie et de l'Ukraine. Mais posez-vous la question, pour quelle raison est-ce que les 1200 têtes nucléaires qui étaient en Ukraine ont été remis aux Russes pour être démantelés? Posez-vous la question. Pourquoi est-ce que lors du démantèlement, l'accord a été prenez vos 1200 têtes nucléaires, remettez aux Russes, ne remettez pas peut-être aux forces de l'Alliance Atlantique? C'est exactement parce qu'il y a une histoire qui liait l'Ukraine à la Russie. Et que de ce fait, l'Ukraine n'avait pas besoin d'être militarisée. Voilà. Donc maintenant, dans le souci ou dans la recherche de l'hégémonie des forces occidentales, au fur et à mesure, ils n'ont cessé de manipuler l'Ukraine, de manipuler la compréhension des uns et des autres pour faire croire aux gens qu'en fait, l'Ukraine a besoin d'une certaine autodétermination. Il faut qu'on se comprenne. Je vous explique que si aujourd'hui on reconnaît que l'Ukraine a besoin de s'autodéterminer, il faudrait aussi qu'on reconnaisse que la Crimée avait besoin de son autodétermination, parce que aujourd'hui, les médias occidentaux nous disent que la Russie a annexé la Crimée, ce qui est totalement faux. Parce qu'il y a eu un référendum qui a été organisé par le peuple de Crimée, par l'Assemblée, où ils ont voté en toute liberté leur attachement à la Russie. C'est-à-dire qu'en ce moment, c'est leur autodétermination qui a voulu qu'ils se rattachent à la Russie. En ce moment, les médias occidentaux nous ont fait comprendre que ce n'était pas de l'autodétermination, que c'est la Russie qui avait annexé un pays. Problème de communication. Du coup, la victime passe pour être un bourreau. La victime qui est la Russie depuis tout le récit que je vous donne. Plus tard, aujourd'hui, nous parlons de l'Ukraine. Il y a une partie de l'Ukraine, notamment le Donbass, qui aussi, dans sa logique d'autodétermination, a choisi de se rattacher à la Russie. Et il faudrait que nous n'oublions pas que pendant 8 ans, l'Ukraine a fait la guerre à cette région du Donbass où il y a eu plusieurs dizaines de milliers de morts. Oui. Pendant 8 ans, les Occidentaux ont fait taire cette histoire. Ces dizaines de milliers de morts sont passés sous silence parce qu'il s'agissait de l'Ukraine qui devrait mater une région qui s'autodéterminait à rejoindre la Russie. Donc aujourd'hui, on reconnaît que l'Ukraine a droit à l'autodétermination de rejoindre l'Union européenne. Mais on condamne le fait que la Crimée avant,
le Donbass avant, ont eu le droit de l'autodétermination. Ça, c'est sur un point. L'autre point, qui est le point de l'armement, il y a eu des traités de Minsk. Dans le traité de Minsk, l'Ukraine n'était pas censée. C'était un engagement ferme. Les forces de l'Alliance Atlantique n'avaient pas le droit d'étendre leur puissance vers l'Est. C'est-à-dire que l'Ukraine rejoint l'Union européenne, que les forces de l'OTAN apportent de l'armement en Ukraine. Alors qu'en 1991, après l'indépendance, on a pris les 1200 ogives nucléaires qu'on a remis à la Russie. Vous voyez que je veux dire que c'est de la ruse que le Russe refuse d'accepter aujourd'hui. Et je voulais rappeler aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas connu le mouvement Orange, 2006, il y a des candidats aux élections qui sont pro-russes en Ukraine, qui gagnent l'élection. C'est-à-dire qu'il y a un gouvernement pro-russe qui est installé, qui doit s'installer en Russie. Les États-Unis ont financé pour que l'opposant organise ce qu'ils ont appelé le mouvement Orange, pour renverser, pour qu'on reprenne les élections jusqu'à ce que celui qui était pro-OTAN gagne les élections par un score de 56 contre 44%. Et depuis cet instant, la difficulté ou bien les problèmes de l'Ukraine et de la Russie se sont accentués parce que la crise a eu lieu en 2006 pour renforcer le sentiment anti-russe dans le cœur des Ukrainiens. On a fait de la famine de 1932 un crime contre l'humanité. C'est-à-dire que les Nations Unies ont décidé qu'en 1932, la famine qui a décimé... On nous dit quand même que l'Ukraine est majoritairement pro-occidentale. Oui, mais je veux dire que, comme je vous parle de propagande, c'est qu'au fil des années, au fil des dizaines d'années, prenez peut-être depuis 1991 qu'à ce jour, la propagande voudrait que on fait comprendre aux gens que l'Ukraine est pro-russe. Ok. Voilà. D'abord, Abdelaziz Moundé. Mardi dernier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réclamé l'intégration de son pays sans délai à l'Union européenne. Question pour les Européens de prouver qu'ils sont aux côtés de l'Ukraine, mais jusqu'ici, rien n'est fait. Comment comprendre que cette intégration à l'Union européenne traîne ? Deux choses. La première, c'est que nous, en Afrique, on a pris l'habitude de parler des guerres qui ne nous concernent pas. La première et la deuxième guerre mondiale ont saigné l'Afrique de leurs enfants, qu'on appelait les tirailleurs sénégalais de façon générique, des personnes qui sont mortes dans les deux guerres et qui, quand ces personnes ont réclamé leur prime, ne serait-ce que le quart de leur prime, on les a fusillés à Tiaroy en 1944, c'était en décembre 1944 parce qu'elles avaient réclamé leur prime. On est encore dans ce même cycle-là où, sur un plateau camerounais, on est encore entre les pros et les anti-Poutine occidentaux. Je pense qu'il faut savoir raison garder sur ces questions. Si le Cameroun est attaqué par un pays voisin, qui prend des prétextes divers et variés, des prétextes d'accord ou des prétextes de souveraineté ou de protection pour pouvoir non seulement attaquer le Cameroun, je ne suis pas sûr que nous tiendrons ce discours-là. Deuxièmement, sur leur question historique, l'Ukraine, effectivement, la principauté de Kiev, puisque son histoire part de 980 jusqu'en 1991, le lien qu'ils ont avec l'ex-URSS et la Russie actuelle, la principauté de Kiev était l'État commun à la Biélorussie actuelle, à la Russie actuelle et à l'Ukraine. Il y a eu l'Empire russe à partir du XVIe siècle, constitué sur le fond finlandais et suédois, puis ce sont les Scandinaves qui ont fondé effectivement la principauté de Kiev. Donc un arrière-plan historique comme celui-là, il est puissant, il est fort. Mais vous avez, Serge Alain Autou, évoqué le cas de la Lettonie, des pays baltes, de la Lettonie, de la Lituanie et de l'Estonie. Il y a effectivement la possibilité stratégique d'installer là-bas à la fois des bases de l'OTAN, comme ce qui est fait en Roumanie. Et à ce moment, ça ne pose pas de problème. Notamment parce que les Russes, puisque là on l'a dit sur le plateau, la question ukrainienne, elle concerne à la fois de la stratégie, la géopolitique, la géostratégie, mais surtout l'histoire. Il y a un rêve de grande Russie, de l'Empire russe, qui a été explicitement revendiqué par Vladimir Poutine. Sa légitimité est contestable en deux points. Ce n'est pas parce que les Occidentaux, que nous condamnons de façon ardente, puisqu'ils sont venus sur notre terre d'Afrique, tuer un président en exercice, celui qui finançait notamment l'intégration africaine, c'est Muammar Kadhafi. Nous sommes en octobre d'une certaine année macabre que je ne veux pas rappeler ici. L'OTAN a commis ces exactions. Faut-il que nous, Africains, soutenions des personnes qui viennent violer la souveraineté d'un autre pays
parce que l'OTAN aurait fait quelque chose. Je pense qu'il est temps pour l'Afrique aujourd'hui d'avoir son autonomie stratégique, mieux une autonomie conceptuelle et une autonomie de pensée. On a vu déjà cela préfigurer à travers le vote de l'Assemblée générale extraordinaire des Nations unies. On a vu que les pays africains commençaient de plus en plus à se déterminer autrement qu'avec le parapluie du grand frère ou en fait de l'ancienne puissance coloniale. Je pense que c'est très important. Évidemment, on va avoir des discussions stratégiques sur les fake news ou la guerre de communication entre l'Ukraine, Zelensky, entre le président Poutine. OK, mais ça, c'est leur affaire. J'ai envie de dire, c'est leur affaire. La guerre de communication entre Zelensky et Poutine, c'est strictement leur affaire. Nous devons nous poser les vraies questions aujourd'hui. Est-ce que le multilatéralisme va encore fonctionner sous sa forme, mon cher Serge Alain Autou, mes chers invités sur le plateau? L'ONU a-t-elle encore une pertinence dans sa forme post-1945? On voit très bien que l'OTAN n'ayant pas de mandat est allé bombarder la Libye. Les États-Unis, sur la base d'un fake news, sont allés bombarder l'Irak. Les États-Unis, sur la base de la lutte contre le terrorisme, sont allés s'embourber pendant 20 ans en Afghanistan après justement la défaite des Soviétiques. Les chars, la dimension spatiale de la guerre ne réussissent plus à résoudre les problèmes fondamentaux de l'humanité. On le constate avec... Voilà, Wilfried Ekanga, vous êtes là. Les membres de l'OTAN, Wilfried, ont rejeté ce jour la demande de Kiev de créer cette zone d'exclusion aérienne. Pourquoi, selon vous? Comment comprendre cela? Parce qu'une zone d'exclusion aérienne doit être protégée par justement les vaisseaux de l'OTAN, ce qui signifie qu'ils vont se frotter aux vaisseaux russes qui contrôlent actuellement l'espace aérien de l'Ukraine. Et donc, de facto, la création d'une zone d'exclusion aérienne signifie que l'OTAN est entré en guerre. Et c'est la dernière chose à faire quand on a un ogre, un rouleau compresseur en face comme la Russie. Les États-Unis vont en guerre qu'ils ont eu l'habitude et une grande facilité de marcher sur d'autres nations pour des intérêts divers et variés. On voit bien pourtant que paradoxalement, sur le cas russe, ils sont les moins enclins à y aller. Ils ont quasiment laissé les Européens sur la première ligne de front et eux, ils regardent en retrait. Ce qui nous met la puce à l'oreille, c'est-à-dire que si les États-Unis eux-mêmes réfléchissent par deux fois avant d'oser un pas en avant à l'encontre d'une nation, du moins du point de vue militaire, c'est que cette nation est ultra puissante et il faut réfléchir 7 fois avant justement de continuer d'avancer. Donc, il va falloir établir autre chose. Je crois que lors des réunions qu'il y a eu aujourd'hui, la Russie et les délégations ukrainiennes se sont entendues pour l'instauration d'un couloir humanitaire qui va permettre d'évacuer les civils et les personnes sinistrées parce que justement, même la guerre a ses lois. La guerre ne signifie pas qu'on charcute tout le monde, même entre deux nations qui ne s'entendent pas, il y a des règles à respecter, c'est comme dans un match de foot. Maintenant, avant de revenir dessus, il est important quand même de revenir sur 2-3 choses que notre compatriote Abdelaziz Mondé a dit, avec lesquelles je ne suis évidemment pas d'accord. D'un côté, c'est vrai que oui, ça paraît incongru que nous, les Africains, se mettent à discuter d'une crise qui concerne 2 pays européens, mais en géostratégie internationale, il est justement important de se poser toujours la question, qu'est-ce que la bagarre entre 2 nations étrangères peut nous apprendre? Et moi, je vois que le conflit ukrainien nous apprend quelque chose d'exceptionnel. Tout à l'heure, il a été dit que le Cameroun est en paix. Je ne suis pas d'accord. Je trouve d'ailleurs que c'est cynique avec une zone anglophone sinistrée de dire que le Cameroun est en paix. Non, Yaoundé et Douala sont peut-être en paix, mais Kondo Titi, Kumba, Batibo et le Lébialem ne sont pas en paix. Donc il faut considérer cela parce que ça fait partie du Cameroun. Et qu'est-ce que ça nous apprend? Il y a une grande similitude entre la crise anglophone actuelle et la crise ukrainienne actuelle. Je ne suis pas on ne fait pas l'analyse géopolitique pour donner des raisons et des torts aux uns et aux autres. Ça ne sert à rien. Lorsqu'on a fini de dire que Poutine est un dictateur, on n'a résolu aucun problème. Et lorsqu'on a fini de dire que c'est quelqu'un de bien et c'est un grand président, on n'a pas non plus résolu la crise. La seule chose qui rend notre parole intéressante, c'est ce que nous disons dans l'optique justement de mettre fin à ces tueries, parce que je crois que nous partageons tous ici la haine de la guerre et l'idéal de paix pour tout le monde. Donc, quand il y a une guerre, plutôt que de chercher les anges et les démons, on doit se demander pourquoi il y a la guerre, pourquoi les gens meurent. Ça part d'où? Le parallèle avec la zone anglophone découle donc de ce que j'appelle toujours la gouvernance par l'arrogance. La gouvernance par l'arrogance entraîne la violence, et c'est ce que nous avons actuellement.
Sur la crise anglophone, d'une part, vous avez des gens qui ont manifesté pacifiquement, un peu comme les enseignants manifestent actuellement, mais vous avez un gouvernement sourd qui s'est dit, de toute façon, ils ne vont pas répliquer, on peut ne pas les écouter, ils ne vont pas riposter, ils vont se plaindre, ils vont pleurer et ensuite ils vont se calmer. Ils n'ont pas tenu en compte les revendications des gens. Et ces gens-là, à un moment donné, se sont radicalisés. Quand en plus on a commencé à les tabasser en guise de seule réponse, évidemment, ils ont pris la mouche, ils ont pris les armes, et voilà une zone de notre pays qui est sinistrée. Il se passe exactement la même chose en Russie. C'est-à-dire, nous ne sommes pas partisans de Poutine, pas plus que je ne suis partisan des Ambazoniens. Nous expliquons l'origine de quelque chose. On ne dit pas que les Ambazoniens ont raison de prendre les armes contre l'État. On explique pourquoi ils ont pris les armes contre l'État et comment faire pour qu'ils les déposent, ces armes-là. Et pour qu'ils les déposent, il faut écouter 2 ou 3 revendications. La paix vient toujours, ça découle toujours d'une capacité à faire des concessions. Celui qui dit je ne vais rien céder, je ne vais pas créer de concessions, il doit s'attendre à mener la guerre toute sa vie. Il se passe donc la même chose en Occident actuellement. Lorsque, justement, l'URSS, le bloc de l'Est, a été démantelé en 1991, il y a eu des rencontres entre le président de l'époque, Mikhail Gorbatchev, de la Russie, de la nouvelle Russie, et justement le secrétaire d'État américain James Addison Baker. Il s'est fait promettre à plusieurs reprises que l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, en abrégé OTAN, qui a été créé en 1949 et qui justement était en conflit avec ce qui sera créé plus tard, le pacte de Varsovie, il était prévu que l'OTAN n'allait pas continuer de s'étendre. Je crois que ça a été, M. Armin Sob a aussi expliqué ça avec brio tout à l'heure, il était prévu cela. À l'époque, il y avait la guerre froide, il y avait le fameux rideau de fer. D'un côté, il y avait l'OTAN, de l'autre côté, il y avait les pays du pacte de Varsovie. Il était entendu qu'on ne s'approche pas. Mais les Américains, un peu comme les dirigeants camerounais actuellement, ont profité de la faiblesse d'un dirigeant, Boris Eltsine, qu'on traitait d'ailleurs d'ivrogne, qui amusait tout le monde. Et ils se sont dit, ah, on va continuer à s'étendre, on ne va pas écouter, on ne va pas respecter les clauses qui ont été établies. Et de toute façon, la Russie, affaiblie comme elle est, ne va pas riposter militairement. La Russie des années 90-2000 était beaucoup plus faible que celle d'aujourd'hui. Économiquement, elle l'était aussi. Donc les Américains ont surfé dessus. Et au fil du temps, depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui, ils ont accaparé 14 pays qui appartenaient autrefois au pacte de Varsovie, dont certains pays qui appartenaient à l'URSS, en se disant toujours, de toute façon, la Russie ne ripostera pas. Et maintenant, il y a un problème. Monsieur Abdelaziz a demandé, mais est-ce que nous, les Camerounais, on va accepter que le Nigeria vienne nous attaquer en brandissant des prétextes de souveraineté? Évidemment, non. Mais nous ne devons pas aussi, nous, Camerounais, avoir la stupidité d'accepter que notre territoire soit, par exemple, la réserve d'une base aérienne américaine où les Américains, bon, prenons l'exemple, les Égyptiens, installeraient des missiles aux portes du Nigeria, devant la forêt de Sambisa, par exemple. Évidemment, les Nigérians vont se sentir menacés. Ils vont dire, supposons, nous sommes les ennemis historiques de l'Égypte. Vous servez de serpillière à l'Égypte pour braquer ces missiles contre nous. Ils vont donc riposter. C'est exactement ce que Poutine est en train de faire. Il ne s'agit pas de lui donner raison, il s'agit de comprendre pourquoi il agit comme ça. Si les Américains avaient respecté les clauses, on ne serait pas dans la situation actuelle. C'est pour ça que ça ne sert à rien de chercher le gentil, de chercher le méchant. Il faut chercher pourquoi on est arrivé à telle situation et comment faire pour que la situation n'arrive plus. Maintenant, pour que la situation n'arrive pas, évidemment, quand on dit Poutine s'attendait à ce que ça dure 3-4 jours, ne nous y trompons pas. Si Poutine voulait rayer l'Ukraine de la carte, il l'aurait fait il y a longtemps. Ce n'est donc pas parce que les Ukrainiens sont trop forts et l'empêchent d'avancer, c'est parce qu'il s'attendait à ce que Zelensky, conscient de la grande puissance de la Russie, allait abdiquer dans les premiers jours et justement ratifier pour de bon une sorte d'accord éternel qui empêche l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN. C'est 1600 km de frontières entre la Russie et l'Ukraine. Certes, il y a des pays baltes, mais ils sont minuscules. La Russie ne veut pas, sous prétexte qu'il y a déjà des pays baltes, céder encore 1600 km à l'OTAN et donc aux États-Unis. Et la Biélorussie partage encore à peu près 1000 km. Donc on a presque 3000 km que la Russie va perdre si, par exemple, l'OTAN venait à s'implanter en Ukraine. Et ce n'est pas tenable, ce n'est pas acceptable. Et c'est précisément parce que Vladimir Poutine a énormément accepté, énormément toléré. Il a pris sur lui l'adhésion des 14 pays qui appartenaient au pacte de Varsovie. Il les a vus adhérer à l'OTAN. Il a à chaque fois eu confiance en ces émissaires de l'OTAN qui disaient non, on va pas s'élargir vers l'Est. Mais on en est arrivé là. Et donc,
La situation actuelle a donc une cause lointaine, une cause immédiate certes, qui est Vladimir Poutine, et une cause lointaine qui est quand même les promesses non tenues depuis l'éclatement du bloc de l'Est. C'est ça, à mon sens, l'analyse géopolitique. C'est ça qui nous permet de sortir de la crise. On ne cherche pas, nous avons tous nos défauts, politiquement comme personnellement, donc se battre sur les gentils et les démons ne sert à rien. Il faut identifier les sources du conflit et justement réfléchir aux solutions. Exactement comme au Cameroun. Si on respecte les accords de Fumban, si on revient à une sorte d'État fédéral, on peut mettre fin à la crise anglophone. De la même façon, si on respecte les accords de Minsk et si on revient à une dynamique où l'OTAN cesse de s'élargir vers l'Est, ou même être démantelé parce qu'il n'a dans le principe plus de raison. Et après le journal, parce qu'elle est déjà là, Nadine Yambou, pour l'édition du 20h, comme tous les vendredis, Nadine Yambou sera là dans quelques minutes. Quant à nous, on se retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief.